Bonjour. Avant de commencer notre voyage dans le temps, laissez-moi vous présenter 8 personnalités qui nous ont démontré au fil de leur découverte ou de leur création que le temps pouvait s'écouler plus ou moins vite ou qu'il pouvait se dilater par la seule force de la pensée. Georges Méliès, illusionniste et inventeur des premiers effets spéciaux et des projections temporelles. Sigmund Freud, fondateur de la psychanalyse et interprète des rêves et des relations à l'inconscient. Nikola Tesla, inventeur de génie, notamment dans la distribution sur les réseaux électriques pour l'exploitation temporelle. Lewis Carroll, écrivain et auteur d'Alice au pays des merveilles et l'un des premiers voyageurs temporels. Albert Einstein, physicien et philosophe, découverte de la relativité générale et de la théorie du voyage temporel. Arthur Conan Doyle, écrivain notamment de récits historiques et des enquêtes de Sherlock Holmes, communiquant avec les esprits et correspondant temporel. Antoine de Saint-Exupéry, aviateur et écrivain du Petit Prince et transport des données corrélatives au temps. Et enfin Grégory Raspoutine, moine, pèlerin, guérisseur, prédicateur et auteur de diverses prophéties. Je mélange ces 8 fiches et demande au spectateur de penser à un chiffre entre 1 et 8. Mettons, le spectateur pense au chiffre 4. Il le garde pour lui. Mémorisez ce chiffre ainsi que la personnalité correspondante à celui-ci. Donc 1, Antoine de Saint-Exupéry, 2, Georges Méliès, 3, Albert Einstein, 4, Lewis Carroll, donc le spectateur pense secrètement à Lewis Carroll et au 4, 5, Nikola Tesla, 6, Sigmund Freud, 7, Arthur Conan Doyle et 8, Grégory Raspoutine. Ne connaissant pas votre chiffre, il semble impossible pour moi de connaître l'identité de la personnalité à laquelle vous pensez. J'ai néanmoins 2 méthodes pour le faire. La première est un tri élémentaire de dissociation temporelle afin de distendre le temps méthodiquement. Imaginez cette personne à son époque, ses réalisations, ses découvertes. Et dissocions tout d'abord le passé. Je demande alors au spectateur dans quel paquet se trouve la personnalité à laquelle il pense. Oui, ce paquet-là. Dissocions ensuite le présent. Et pour finir, dissocions enfin l'avenir. Suite à ce tri, les informations remontent alors le cours de l'histoire et finissent par remonter à la surface. C'est bien, Lewis Carroll. Ce processus est long, fastidieux, mais la vérité éclate. La seconde méthode, elle, consiste à utiliser les capacités parapsychologiques temporelles en utilisant notre intuition, en nous projetant dans l'esprit du spectateur. Gardez le chiffre que vous aviez choisi, que je ne connais toujours pas. Mémorisez la nouvelle personnalité qui correspond à ce chiffre. Donc 1, Nikola Tesla. 2, Sigmund Freud. 3, Arthur Conan Doyle. 4, Grégory Raspoutine, donc le spectateur pense maintenant à Raspoutine. 5, Antoine Saint-Exupéry. 6, Georges Méliès. 7, Albert Einstein. Et enfin 8, Lewis Carroll. Je mélange tout de suite les paquets. Et je devine instantanément que vous pensiez à Grégory Raspoutine et au chiffre 4. En parlant de Grégory Raspoutine, justement, voyageons dans le temps et ouvrons le dossier concerné. Partons à l'époque de la fin de l'Empire russe. Faut-il rappeler la supposée prophétie de Raspoutine ? Je mourrai dans des souffrances atroces. Après ma mort, mon corps n'aura point de repos. Puis tu perdras ta couronne. Toi et ton fils seraient massacrés, ainsi que toute ta famille. Après, le déluge terrible passera sur la Russie et elle tombera entre les mains du diable. Et en effet, il mourut battu, fusillé, puis jeté dans la Neva à Saint-Pétersbourg, ex-Pétrograd, par l'aristocratie russe, dans la nuit du 16 au 17 décembre 1916. 3 mois plus tard, le 22 mars 1917, le tsar abdique. Ce même jour, le tombeau de Raspoutine est profané, son corps est exhumé, incinéré et les cendres dispersées dans les forêts environnantes. Cette même année, en octobre, dans le cadre de la révolution russe, les bolcheviks prennent le pouvoir et s'ensuit une guerre civile face aux armées blanches impériales. L'année suivante, dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, l'ex-famille impériale est alors massacrée dans l'entresol de la villa Ipatiev à Yekaterinbourg. J'ai ici les photos post-mortem de la famille impériale. Au dos du Christ, nous retrouvons le portrait du tsar Nicolas II. Au dos de la Vierge à l'enfant, la tsarine Alexandra. Et ensuite, au dos des anges, bien sûr, la photo des 5 enfants. Donc le tsarevitch Alexei. Et ensuite, les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria et enfin Anastasia. Ces enfants méritaient-ils de mourir ? N'essayerions-nous pas d'en sauver un seul au moins. Mais lequel ? L'un n'était pas plus méritant que l'autre. Il serait peut-être plus judicieux de faire appel au hasard. Je demande alors au spectateur de me dire stop quand il le souhaite. Mettons, il dit stop maintenant.
tombe sur Anastasia. Anastasia. Et si c'était possible? Si elle s'était finalement sauvée des griffes du temps, alors son portrait ne ferait plus partie des photos post-mortem. Je n'ai effectivement plus que 4 photos. Maria, Alexei, Tatiana et enfin Olga. Et si j'ouvre le dossier, je découvre que c'est bien la petite Anastasia qui se trouvait au centre de celui-ci. Je vous proposerai même de lire les articles de presse du 3 décembre 1983 sur la découverte de la petite Anastasia devenue bien vieille. Il semblerait que nous ayons réussi, grâce au hasard, à reconstituer le puzzle de la famille autour de la petite Anastasia. Et nous savons qui se cache derrière tout ça. Pouvons-nous convenir dorénavant que cette affaire est classée. Merci.